où vous avez entendu que d'abord les règles du droit, quel qu'il soit, droit humanitaire ou droit de l'homme, enfin, qui devraient être respectées dans les conflits, qu'ils soient internationaux ou internes, ne sont pratiquement jamais respectées sur le terrain. C'est par conséquent surtout l'objet, deuxième constat, des élucubrations des juristes. On discute sur est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela, ça ne serait pas plus que ça. Et malheureusement, c'est un peu dans le vide, ça n'est pas que ce soit inutile. Mais il faut se méfier que ça ne soit pas une machine qui tourne en rond à vide. Et c'est alors que se profile la figure indispensable de ce qu'on appelle la justice. Et là aussi, il faut se méfier des fantasmes dont elle fait l'objet et ne pas lui attribuer plus de mérite qu'elle n'a. Mais il faut bien comprendre un certain nombre de choses très rapidement, à son avantage, dans l'intérêt de l'humanité, et puis aussi les reproches qu'on peut lui faire et des méfiances qu'il faut avoir éprouvées à son égard, des insuffisances qu'on peut lui reprocher. Alors d'abord, premier mérite, il est malheureusement évident que les règles dont on a beaucoup débattu ici ne sont plus guère applicables en réalité que dans les enceintes de justice. Sur le terrain, on fait ce qu'on veut, puis a posteriori. Alors il arrive, de façon statistiquement rarissime, que ça passe devant un juge. Alors vous pouvez dire, je schématise un peu exprès, que ce droit n'est guère appliqué que par des juges. Ça présente un avantage. C'est d'abord qu'il n'en crève pas. Du fait que sur le terrain, on ne l'applique pas. Il est en quelque sorte réanimé par le juge. Puis ça présente un avantage quand même important, c'est que les discussions du type de celles très utiles qui ont eu lieu ici, sur est-ce que c'est un crime ceci, ou est-ce que c'est un crime cela, ou ça n'est pas un crime du tout, lorsque un juge est saisi, elle se déploie devant lui, et puis le jugement tombe, et là, vous avez le sens du texte. Vous avez deux choses, d'ailleurs. Vous avez le contenu des règles qui auraient dû être appliquées et qui, malheureusement, il ne faut pas l'oublier, ne l'ont pas été, sinon il n'y aurait pas eu de juge saisi. Et vous avez d'autre part le champ d'application de ces règles. Des tas de dispositions ne sont pas appliquées, on l'a dit à plusieurs reprises, parce que vous avez des experts qui vous expliquent ici, non, ça n'est pas ça, c'est autre chose, donc on est libre. Alors sur ce point-là aussi, le juge tranche. Et puis, il faut bien comprendre, et là c'est à la fois ses mérites et ses tares au juge. Il faut bien comprendre que lorsqu'il est saisi d'un cas particulier, ce juge va, pour justifier la décision qu'il rend, emprunter des principes de droit là où il peut. Et ces principes ne correspondent jamais exactement à la situation dont on l'a saisi. Donc il va, comme on dit, interpréter, c'est-à-dire qu'il va retrancher, ajouter, il va séparer, modifier. En réalité, il va en grande partie créer la règle qu'il annonce, et comme il est très hypocrite, nous sommes tous hypocrites dans la profession juridique, il va attribuer sa création à d'autres que lui. Comme ça, c'est pas lui le responsable, c'est telle convention, c'est tel code, etc. Et alors, finalement, l'avantage qu'il y a à saisir un juge dans ce domaine, comme dans bien d'autres, mais surtout dans ce domaine des conflits armés,
c'est d'abord que les règles sont en retardement appliquées a posteriori dans le vide, ensuite que leur champ d'application est déterminé, enfin que leur contenu est précisé et éventuellement développé, adapté aux évolutions des situations. Alors ceci pour le meilleur et pour le pire. Alors le pire, c'est que l'interprétation n'est pas toujours extraordinaire. Le pire, c'est aussi que les juges sont extrêmement rares en pratique. Il ne suffit pas de dire « Ah, là, il y a un crime, il faudrait qu'il soit jugé. » Oui, mais qui va le juger? Et comptez le nombre de tribunaux capables de juger ces crimes, vous verrez que finalement, en proportion des besoins, il y en a très peu. Il faut donc trouver un juge. Il ne suffit pas qu'il y ait un juge, il faut encore pouvoir le saisir. Et la saisine des juges, à la fois nationaux et internationaux, est de plus en plus contrôlée par les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, comme par hasard, sont très directement impliqués dans les conflits. Et ce juge, il faut bien comprendre, je reviendrai sur cette aspect des choses, mais ce juge, quand on le tient, quand on a pu le saisir, quand on a pu lui présenter un cas, il faut bien comprendre qu'il agit dans un contexte tout à fait biaisé. Le public croit qu'en justice, la vérité éclate, que l'équité va triompher. Attention, c'est une vérité très particulière, c'est une équité très spéciale. Le juge n'est pas un historien, le juge est nécessairement, pour toutes sortes de raisons, un juge pénal, c'est-à-dire un juge qui juge les individus, alors que les questions dont on les saisit ont des dimensions collectives, étatiques, massives, et il doit apprécier ce qui est fait en fonction de la culpabilité de l'individu et en application, non pas de méthodes scientifiques de recherche des différents aspects d'une situation, mais de la nécessité de respecter la procédure, les droits de la défense, donc Dieu sait que c'est essentiel. Par conséquent, la décision qu'il va rendre, et qui ne porte qu'indirectement sur les règles de fond, sur les règles qui auraient dû être respectées sur le terrain, parce que ce qu'on lui demande, c'est s'il y a eu crime, c'est-à-dire violation. C'est donc comme un canard ou comme un crabe qu'il va aller se prononcer sur les règles qui nous intéressent, les règles qui auraient dû être respectées. Et cette question qui lui est posée, il va la résoudre de façon très partielle et très tordue. Il va considérer qu'il y a une culpabilité, responsabilité. Bref, sa décision ne doit pas du tout être prise comme l'expression de la réalité de la situation dont on l'a saisie. Alors, il a d'autres défauts, ce juge, mais je reviens sur son existence même. De quel juge s'agit-il? De qui s'agit-il? Alors on dit la justice internationale. Attention, la justice internationale, elle est squelettique. Depuis Nuremberg, ce sont deux tribunaux ad hoc pour la Yougoslavie, pour le Rwanda, dont la création même est assez sélective parce qu'il y avait certainement d'autres occasions de créer des tribunaux dans le monde à peu près à la même époque. Et ensuite parce que leur compétence est également sélective. Regardez le tribunal sur le Rwanda, il n'est pas question qu'il se prononce sur l'attentat qui a donné le signal du génocide. Il n'est pas non plus question qu'il se prononce sur l'implication de certains États, notamment la République française, dans la préparation et l'exécution du génocide. Et ces tribunaux sont maintenant destinés à disparaître, mais la Cour pénale internationale, juridiction permanente qui a toutes les vertus qui manquaient aux tribunaux, dont la compétence est très limitée, la Cour pénale internationale est très jeune, elle est saisie dans des conditions qui sont encore à peu près assez imprécises, surtout le statut de Rome qui lui donne naissance
n'a pas été signé par certains États, parmi ceux qui sont les plus directement impliqués dans des conflits de la compétence de la Cour. Et alors, on récupère ça marginalement par des saisines émanant du Conseil de sécurité, c'est-à-dire une instance qui est entièrement contrôlée par les membres permanents. Alors, le juge normal en la matière, c'est le juge national, c'est le tribunal ordinaire de chacun des pays membres de la communauté internationale, étant entendu que pour qu'il puisse être saisi, il faut qu'il y ait une articulation entre les dispositions de procédure interne et les dispositions internationales. Il faut qu'il ait vocation, a priori, à appliquer les règles sur les crimes de guerre, l'humanité, le génocide, mais aussi qu'il soit compétent. Normalement, il ne l'est que si les éléments constitutifs du crime ont été commis sur le territoire de l'État, ou si une victime a la nationalité de cet État, ou si un auteur a la... Alors on peut élargir sa compétence. C'est ce qui a été fait notamment en Belgique par une loi de 93, mais surtout de 99, qui est un chef-d'œuvre du genre, et qui permettait que les tribunaux belges se prononcent à l'égard de n'importe quel crime international commis n'importe où dans le monde, contre n'importe qui et par n'importe qui. Ça n'a pas duré longtemps. En 2003, la Belgique a été obligée de modifier sa loi de compétence universelle. La loi de compétence universelle, par contre, la compétence universelle, dont le nom est plus abusif, est en recul, malheureusement, partout dans le monde. La France est le plus bel exemple de ce recul récent. Il faut savoir qu'en France, le crime de guerre n'existait pas. Nous n'avons jamais réprimé les crimes de guerre en tant que tels. Mais comme on a adhéré au statut de la CPI, il a bien fallu avaler, au bout d'un certain temps, la répression des crimes de guerre et l'introduire dans notre droit interne. Et la loi d'introduction, qui date d'août dernier, 2010, d'une part, supprime les possibilités de constitution de partie civile devant les tribunaux français. Ce juge qui a dans un premier temps étendu sa compétence pour servir le droit international est maintenant de moins en moins facilement accessible. Et alors comme le juge national est dans certains pays totalement paralysé, incapable de mener à bien sa tâche, on a inventé une troisième catégorie de juridiction qui sont des tribunaux spéciaux que vous voyez s'épanouir, c'est beaucoup dire, mais au Cambodge, en Sierra Leone, puis en dernier lieu au Liban, j'en passe et des meilleurs. Pour terminer cette brève présentation, je voudrais insister sur le fait que la justice a malheureusement autant de faiblesses que d'avantages. Elle est essentielle, sinon c'est pas la peine de parler de droit, mais elle a des limites considérables. Alors on pourrait, et demain vous aurez à en discuter longuement. J'ai laissé un texte un peu plus fourni que ce que je viens de raconter, mais qui est quand même trop schématique.